Je fixais le plafond blanc de la chambre d'hôpital en comptant les petites imperfections dans le revêtement. Vigne 3, vigne 4. N'importe quoi pour ne pas penser aux électrodes collées sur ma poitrine, au bip régulier du moniteur cardiaque, à l'odeur d'antiseptique qui imprégnait tout. J'avais 63 ans, une sténose coronarienne diagnostiquée en urgence la veille, et personne à appeler. Enfin si, mon fils. Mais je n'osais pas. Mon téléphone avait vibré 2 fois depuis mon admission. 2 fois en 10 à 8 heures. La première, c'était l'infirmière de nuit, qui voulait savoir si j'avais une allergie aux bêta-bloquants. La deuxième, c'était une publicité pour une offre Internet. Pas mon fils, pas ma belle-fille, alors que j'avais leur numéro en premier dans mes favoris. Je m'appelle Bernard Vallet, ingénieur retraité, 38 ans passé chez un groupe industriel lyonnais, dont les 15 derniers comme responsable de production. J'ai travaillé dur. Pas pour m'enrichir, je ne suis pas riche. Je suis juste à l'aise, comme on dit dans ma génération. La maison à Caluire et Cuire, en périphérie de Lyon. Je l'ai achetée avec ma femme Françoise en 1989. 300 mètres carrés de terrain, une maison de plein pied, avec un étage, un garage double. On a mis 20 ans à la rembourser. Françoise est morte il y a 3 ans d'un cancer du pancréas. Rapide, brutal. Je ne m'en suis pas encore tout à fait remis. Mon fils avait emménagé chez moi 10 mois plus tôt, avec sa femme Camille. Ils avaient perdu leur appartement à la Croix-Rousse, enfin, perdu est un grand mot. Le propriétaire avait récupéré le logement pour y loger sa fille, et mon fils n'avait pas renouvelé son préavis à temps. Résultat, il s'était retrouvé sans rien. Et moi, avec ma grande maison vide depuis le départ de Françoise, j'avais dit oui. Bien sûr que j'avais dit oui. C'était mon fils. C'était mon sang. Je m'en souviens encore, ce soir de mars où il était venu me voir. Il avait les yeux baissés, un peu honteux. Il m'avait dit que c'était temporaire, 3 mois maximum, le temps de trouver quelque chose. Ma belle-fille avait souri de ce sourire, qu'elle avait un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Elle avait dit que ma maison était magnifique, qu'elle respecterait mes habitudes, que je ne les sentirais même pas. 3 mois, 10 mois plus tard, ils étaient toujours là. Au début, ça s'était bien passé. Enfin, pas mal. Mon fils m'aidait pour la tondeuse. On regardait parfois le foot le samedi soir. Ma belle-fille cuisinait de temps en temps. Des plats que je n'aimais pas particulièrement, mais que je mangeais sans rien dire. Je payais l'électricité, le gaz, l'eau. Ils ne participaient pas, mais je ne leur avais pas demandé non plus. Je ne voulais pas que ça devienne une question d'argent entre nous. C'est ma belle-fille qui avait commencé à changer l'atmosphère. Progressivement, imperceptiblement. Elle avait d'abord redécoré le salon pour lui donner un peu de vie. Ma femme avait choisi chaque objet dans ce salon, mais je n'avais rien dit. Elle avait ensuite pris l'habitude d'inviter ses amis le vendredi soir, sans me prévenir, et je me retrouvais à manger seul dans ma cuisine pendant qu'il riait dans mon séjour. Mon fils regardait ailleurs quand je croisais son regard dans ces moments-là. Puis était venue la question de mon bureau. J'avais transformé la chambre d'amis en bureau après la mort de Françoise. Mes livres, mon ordinateur, mes affaires professionnelles que je conservais par habitude. Ma belle-fille l'avait mentionné une première fois comme une blague. Et si on faisait une vraie chambre d'amis ici, pour recevoir ma sœur? J'avais répondu que j'y réfléchirais. Elle l'avait mentionné une deuxième fois, moins comme une blague. Puis une troisième fois, plus du tout comme une blague. J'étais entré aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse un mardi matin, après avoir ressenti une douleur dans la poitrine en montant les escaliers du garage. Le médecin urgentiste avait immédiatement parlé de syndrome coronarien aigu, de pontage possible, de surveillance intensive obligatoire. Je me retrouvais en cardiologie pour une durée indéterminée, minimum 10 jours selon le cardiologue de garde. J'avais appelé mon fils depuis le couloir des urgences, encore en chemise d'hôpital, avant qu'il ne m'emmène dans le service. Il avait décroché à la 4e sonnerie. Je lui avais expliqué la situation, les mots hospitalisation, cœur, plusieurs jours, et j'avais entendu le silence de l'autre côté. Pas un silence d'inquiétude, un silence de calcul. Il avait dit « D'accord, papa, on vient dès qu'on peut ». Ils n'étaient pas venus. Le 2e jour, j'avais appelé à nouveau. Ma belle-fille avait répondu. Elle m'avait dit que mon fils était débordé au travail, que c'était une période compliquée,
qu'il penserait à moi. J'avais raccroché sans savoir quoi répondre. Le 4e jour, c'est mon fils qui avait rappelé. Pas pour prendre de mes nouvelles, pour me demander où se trouvait le relevé de propriété de la maison et si j'avais les coordonnées du notaire qui avait géré la succession de Françoise. J'avais raccroché. C'est le 6e jour que tout avait basculé. Mon cardiologue m'avait annoncé que je n'aurais pas besoin de pontage, un stent suffirait, posé 2 jours plus tôt avec succès. Mon cœur récupérait bien. Il avait dit que je pourrais rentrer chez moi dans 5 à 6 jours si la rééducation se passait correctement. J'étais soulagé. Je pensais à mon lit, à mes affaires, à mon jardin. J'avais appelé mon fils pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il avait décroché, après 7 sonneries. J'entendais des voix en fond sonore, ma belle-fille. Quelqu'un d'autre que je ne reconnaissais pas. J'avais dit « Mon fils, bonne nouvelle. Le médecin dit que je rentre dans 1 semaine. » Et j'avais entendu pas fort, pas crier, mais distinctement, comme si elle ne réalisait pas que je pouvais entendre ma belle-fille dire dans la pièce « Quoi? Déjà ?» Mon fils avait toussé. Il avait dit que c'était une bonne nouvelle, bien sûr. Puis il avait dit « Papa, écoute, Camille et moi, on voulait te parler de quelque chose. Pas maintenant, mais quand tu seras rentré. » Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'arrivais pas à identifier. Pas de la culpabilité. Quelque chose de plus froid. J'avais dit d'accord, et j'avais raccroché. C'est ma voisine Geneviève, 68 ans, retraitée de l'Éducation nationale, qui m'avait apporté les journaux les matins depuis la mort de Françoise qui m'avait appelé le 7e jour de mon hospitalisation. Elle avait hésité avant de me dire ce qu'elle avait vu. Elle s'était excusée de se mêler de ce qui ne la regardait pas. Puis, elle m'avait tout dit. 2 jours après mon hospitalisation, un camion de déménagement s'était garé devant la maison. Pas pour emménager, pas pour livrer. Des hommes avaient chargé des cartons et des meubles. Les meubles de mon bureau, les étagères que j'avais montées moi-même en 1995. Le fauteuil en cuir où je lisais le soir depuis 20 ans. Ma belle-fille dirigeait les opérations depuis le perron. Geneviève avait demandé ce qui se passait. Ma belle-fille lui avait répondu que Bernard faisait du tri, qu'il avait trop d'affaires, que c'était lui qui avait demandé. Elle avait dit ça avec le même sourire, qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Geneviève ne me croyait pas. Le lendemain, avait-elle continué, une autre voiture s'était garée. Un homme en costume qu'elle n'avait jamais vu. Il était resté 2 heures dans la maison. Ma belle-fille l'avait raccompagné à la porte avec ce qui ressemblait à des documents sous le bras. J'avais dit à Geneviève de ne rien faire, de surveiller et de me tenir informé. Et j'avais raccroché avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La douleur dans la poitrine que j'avais ces derniers jours, ce n'était plus seulement mon cœur, c'était quelque chose d'autre. La trahison a une douleur physique très particulière, très précise, que les médecins ne peuvent pas localiser sur un scanner. Je connaissais Maître Dubourget depuis 22 ans. Il avait géré la succession de mes parents, puis celle de Françoise. C'était un homme discret, méticuleux, qui prenait ses vacances à la Baule chaque été et qui buvait son café sans sucre depuis qu'il avait eu un problème de diabète en 2015. Je l'avais appelé depuis ma chambre d'hôpital le 8e jour. Il n'avait pas été surpris. Il m'avait dit, avec sa voix égale de notaire, habitué aux mauvaises histoires de famille, « Bernard, j'ai reçu un appel la semaine dernière. Une dame qui se présentait comme la belle-fille d'un de mes clients. Elle voulait des informations sur les procédures de donation-partage anticipé et sur ce qu'il fallait comme document pour un transfert de propriété à titre familial. J'avais regardé le plafond de ma chambre. Vigne 4 imperfection. Elle voulait savoir si un document signé en l'absence d'un des époux, c'est comme ça qu'elle avait dit, en l'absence pouvait être valide si l'autre époux était impéché. Il avait marqué une pause. Je lui avais répondu que non, et que les termes qu'elle employait m'inquiétaient suffisamment pour que je lui recommande de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille. Elle avait raccroché assez rapidement. « C'était elle », avais-je dit. « Je le pensais », avait-il répondu. Maître Dubourget m'avait expliqué les choses clairement. Tant que j'étais vivant et en pleine possession de mes facultés, personne ne pouvait disposer de ma propriété sans mon consentement explicite, devant notaire, avec pièce d'identité et signature. Ma belle-fille le savait, d'où l'homme en costume venu à la maison. Probablement un conseiller quelconque ou un agent immobilier mandaté sans mon accord.
Mais rien ne pouvait se faire sans moi. Ce qu'elle pouvait faire, en revanche, c'était installer le fait accompli, rendre mon retour difficile, transformer la maison, avant que je ne rente pour que je me retrouve face à quelque chose de différent, d'étranger, qui ne soit plus tout à fait le mien, pour que je me sente intrus chez moi. C'était vieux comme tactique, mais ça fonctionnait. Maître Dubourget m'avait dit « Rentre chez toi, Bernard, et appelle-moi quand tu es installé. » Je suis sorti de l'hôpital un jeudi matin de novembre, avec une ordonnance de 10 à 8 médicaments, des recommandations diététiques imprimées sur une feuille A4 et une colère froide qui avait remplacé la peur des premiers jours. Mon cardiologue m'avait dit de ne pas m'exposer à des situations de stress intense pendant les semaines suivantes. Je lui avais souri et je n'avais rien dit. Un ami m'avait récupéré à l'hôpital, Roland, 65 ans, ancien collègue. L'un des rares hommes que je connaisse qui soit encore capable d'écouter sans chercher à donner des conseils qu'on ne lui demande pas. Je lui avais tout raconté pendant le trajet. Il avait conduit sans rien dire jusqu'à ma rue, puis il s'était garé devant chez moi et avait dit « Tu veux que je rentre avec toi ?» J'avais dit non. Certaines choses se font seules. Je m'étais attendu à devoir me battre dès le seuil. Je m'étais trompé. La première chose qui m'avait frappé en poussant la porte, c'était le silence. Pas un silence d'absence. Ma belle-fille était là. J'entendais des voix depuis la cuisine, mais un silence artificiel, comme celui qui précède quelque chose. La maison avait changé. Pas radicalement, pas de façon à ce qu'un étranger le remarque. Mais moi, je l'avais remarqué immédiatement, dans mes os. Le canapé avait été déplacé de 3 mètres. La photo de Françoise et moi devant la cathédrale de Strasbourg, qui était accrochée depuis 16 ans au même clou dans l'entrée, avait disparu. À sa place, il y avait un miroir encadré que je n'avais jamais vu. J'avais posé mon sac. J'avais respiré. Ma belle-fille était sortie de la cuisine avec un sourire préparé à l'avance. Elle avait dit qu'elle était contente que je sois rentré, que j'avais l'air fatigué, qu'elle avait préparé quelque chose pour le déjeuner. Mon fils était derrière elle, les mains dans les poches, le regard ailleurs. Je les avais regardés tous les deux, longtemps, sans rien dire. Assez longtemps pour que le sourire de ma belle-fille commence à se fissurer au coin. Puis j'avais dit « Je voudrais voir mon bureau. » Silence. Mon fils avait regardé sa femme. Ma belle-fille avait dit, avec ce ton légèrement descendant qu'elle utilisait quand elle voulait que quelque chose paraisse évident. On voulait justement t'en parler. On a dû réorganiser un peu l'espace pendant ton absence, pour pouvoir te préparer un coin plus confortable au rez-de-chaussée. Les escaliers avec ton cœur. Je les avais regardés monter les escaliers devant moi. J'avais monté les escaliers derrière eux. Mon cœur allait très bien. Mon bureau n'existait plus. La pièce avait été entièrement vidée de mes affaires. À la place de mes étagères, il y avait une commode blanche qu'ils avaient dû acheter récemment. À la place de mon bureau, un lit double fait avec du linge que je ne reconnaissais pas. Sur le mur, un tableau représentant quelque chose d'abstrait en bleu et gris. La fenêtre qui donnait sur le jardin avait un nouveau rideau. L'odeur de la pièce était différente. Tout était différent. Il ne restait rien de ce qui avait été là. On ne pensait que ce serait leur chambre permanente, à eux, avait dit ma belle-fille, en désignant la pièce comme si elle m'annonçait une bonne nouvelle. Et toi, on t'a aménagé quelque chose au rez-de-chaussée dans l'ancienne buanderie. C'est beaucoup plus pratique pour toi maintenant. Tu n'auras plus à monter les escaliers. L'ancienne buanderie. 9 mètres carrés avec une fenêtre qui donnait sur la poubelle du voisin. Je m'étais retourné vers mon fils. Je voulais voir ses yeux. Pas pour chercher des excuses, il n'y en avait pas. Juste pour savoir s'il était encore l'homme que j'avais élevé ou quelqu'un d'autre que je ne reconnaissais pas. Il avait soutenu mon regard pendant 2 secondes, puis avait détourné les yeux. 2 secondes. Ça m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'avais dit, très calmement, « Sortez de ma chambre. » Ma belle-fille avait ouvert la bouche. Je lui avais répété, « Sortez de ma chambre. » Et quelque chose dans ma voix, pas la colère. Quelque chose de plus stable que la colère avait fait qu'ils étaient sortis. J'avais fermé la porte à clé. Je m'étais assis sur le lit qui était maintenant dans ma chambre et j'avais appelé Maître Dubourget. Il m'avait dit de lui envoyer par message les coordonnées de l'homme en costume dont Geneviève avait noté la plaque d'immatriculation. Il avait dit qu'il s'occuperait du reste. Et il avait dit, avant de raccrocher, « Bernard,
Tu es chez toi. N'oublie pas ça. Je n'avais pas oublié. Ce soir-là, j'avais dîné seul dans ma cuisine. Pas parce qu'il n'était pas là, il était là, je les entendais dans le salon, mais parce que j'avais décidé de faire les choses dans l'ordre, proprement, sans éclat inutile. Le lendemain matin, j'avais demandé à mon fils de venir s'asseoir en face de moi, à la table de la salle à manger. Il était venu, sans sa femme, ce qui m'avait légèrement surpris. Je lui avais dit « Je sais ce que tu as essayé de faire avec la maison. » Il avait voulu parler. Je l'avais arrêté. « Laisse-moi finir. Je sais que c'était l'idée de ta femme. Je ne sais pas dans quelle mesure tu t'es laissé convaincre ou dans quelle mesure tu étais volontaire. Mais ça ne change pas le résultat. J'avais posé les deux mains à plat sur la table. Cette maison est à moi. Elle était à ta mère avant d'être à moi. Elle ne sera jamais à Camille tant que je suis vivant. » Mon fils avait les yeux brillants. J'avais continué. « Je vous donne 60 jours pour trouver un logement. Pas parce que la loi m'y oblige. Vous n'avez aucun bail, aucun droit au maintien dans les lieux selon votre situation ici. 60 jours, parce que tu es mon fils et que je ne veux pas te voir à la rue. Après 60 jours, je changerai les serrures. » Il avait dit « Papa, 60 jours, j'avais répété. Ce qui s'était passé ensuite, je ne l'avais pas anticipé. C'est ça, avec les familles, on croit connaître les gens, on croit savoir comment ils vont réagir, et puis ils font quelque chose qui vous surprend complètement. » Mon fils était revenu me voir le surlendemain, seul, à 7h30 du matin, pendant que ma belle-fille dormait encore. Il s'était assis en face de moi avec un café qu'il avait préparé. Lui-même, il n'avait jamais fait ça depuis qu'il habitait là, et il avait commencé à parler. Il m'avait dit que l'idée de la donation-partage, c'était Camille, qu'elle en parlait depuis des mois, que selon elle, c'était plus intelligent fiscalement, que ça éviterait des complications de succession. Il m'avait dit qu'au début, il avait résisté, que ça lui semblait trop tôt, que je n'étais pas vieux. Et puis, j'avais fait mon infarctus. Et Camille lui avait dit que ça prouvait exactement ce qu'elle disait, que les choses pouvaient aller vite, qu'il fallait sécuriser l'avenir de leur couple. Il m'avait dit que l'homme en costume était un conseiller en gestion de patrimoine qu'elle avait trouvé on ne sait où, qui avait dit que si on présentait les choses correctement au notaire, ça pouvait marcher. Il avait bu son café, puis il avait dit « Je n'aurais pas dû laisser faire ça. Je suis désolé. » Je l'avais regardé longtemps. Mon fils avait 59 ans de moins que moi, et certains jours je me demandais d'où venait cet écart. Mais là, à 7h du matin, avec ses mains autour d'un café et ses yeux fatigués, il ressemblait à l'enfant qu'il avait été avant de devenir quelqu'un que je reconnaissais à peine. J'avais dit « Est-ce que tu l'aimes encore ?» Il avait hésité. C'est l'hésitation qui m'avait dit ce que j'avais besoin de savoir. Maître Dubourget avait contacté le conseiller en gestion de patrimoine. L'homme avait reconnu avoir été mandaté par ma belle-fille pour explorer les options légales concernant ma propriété. Il n'y avait eu aucun document signé, aucune procédure engagée légalement, rien ne s'était passé. Mais Maître Dubourget lui avait clairement expliqué que toute tentative ultérieure de ce type constituerait une violation suffisamment caractérisée pour justifier des poursuites pour abus de confiance. L'homme ne rappellerait plus. J'avais aussi récupéré mes affaires. Geneviève savait dans quel garde-meuble ma belle-fille avait fait stocker mes cartons. Elle avait suivi le camion avec sa voiture sans que personne lui demande, parce que c'est ce genre de femme qu'elle était. Ça m'avait pris 2 samedis avec Roland pour tout rapatrier. Mes livres, mes dossiers, mon fauteuil en cuir. Le fauteuil sentait un peu le garde-meuble. Je l'avais laissé dehors une nuit, et il était redevenu lui-même. La photo de Françoise et moi devant la cathédrale de Strasbourg, je l'avais retrouvée dans un carton, sous une pile de magazines que ma belle-fille avait décidé d'emballer avec mes affaires pour faire de la place. Je l'avais remise au même clou dans l'entrée, exactement à la même hauteur. J'avais retiré le miroir et je l'avais posé dans le couloir, tourné vers le mur. Mon fils et ma belle-fille avaient quitté la maison au bout de 41 jours, pas les 60 que j'avais donnés. Ma belle-fille avait trouvé un appartement à Villeurbanne, un 3 pièces, au 3e étage, assez cher pour leur budget, mais elle avait insisté pour celui-là. Le rez-de-chaussée lui semblait peu sûr. Mon fils m'avait aidé à repeindre la chambre du bureau avant de partir. Il n'avait pas échangé un mot pendant 3 heures de travail, lui et moi, mais c'était un bon silence.
Le genre de silence où on commence à reconstruire quelque chose, brique par brique, sans le nommer. En partant, il m'avait serré dans ses bras sur le pas de la porte. Pas un bref accolade de façade, un vrai. Ma belle-fille était déjà dans la voiture. Je ne savais pas ce que leur couple avait encore devant lui, et je n'avais pas à le savoir. Il m'avait dit, le visage contre mon épaule, je vais essayer de faire mieux. Je lui avais dit, c'est tout ce que je te demande. Je vis seul depuis. Ce n'est pas triste comme ça peut l'être, ou plutôt, c'est triste d'une façon que j'ai appris à habiter. Le matin, Geneviève passe déposer le journal et on boit un café ensemble. Le dimanche, Roland vient dîner. Mon cardiologue m'a dit que mon cœur récupérait mieux qu'espéré, que je pourrais sans doute reprendre la randonnée au printemps. Mon fils m'appelle tous les jeudis soirs. On parle de tout et de rien du parc olympique lyonnais qui a encore perdu, du jardin, d'un documentaire qu'il a vu. On ne parle jamais de ce qui s'est passé. Ce n'est pas de l'évitement, c'est du tact. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de disséquer pour les comprendre. Certains soirs, assis dans mon fauteuil en cuir qui sent à nouveau comme il doit sentir, je pense à cette phrase que ma belle-fille avait dite dans le fond du couloir pendant que j'étais à l'hôpital. Déjà, elle pensait que j'allais mourir. Pas par méchanceté pure, peut être, par calcul, par impatience. Il y a des gens comme ça qui regardent les autres en calculant ce qu'ils laisseront derrière eux et qui oublient que les gens sont toujours là, vivants, bien plus longtemps qu'on ne le pense. Je suis là, ma maison est à moi, mon fauteuil est à sa place. La photo de Françoise est dans l'entrée. Et mon cœur, contrairement à ce que certains avaient espéré, bat encore très bien.